rencontre avec la presse s'explique par rapport à la situation insurrectionnelle qui prévaut en ce moment dans notre pays, les Comores. Donc, nous tenons cette conférence d'express exceptionnellement sur la situation insurrectionnelle qui prévaut chez nous. Depuis l'indépendance des Comores, en 1975, nous avons eu des alternances politiques douloureuses, difficiles. Mais c'est la première fois que notre pays subit une situation insurrectionnelle spontanée. Lorsque je parle de spontanéité, c'est par rapport à la réaction spontanée de la population. Et je me devais, en tant que leader politique, ancien candidat à l'élection présidentielle, pour avoir été 2 fois au 2e tour d'une élection nationale, je me devais, même si je suis à l'étranger, mais je ne suis pas à l'étranger puisque je suis à Dakar, je me devais, comme le font la classe politique comorienne et toutes les forces vives de mon pays, je me devais, à partir de Dakar, tout un symbole, prendre aussi la parole et apporter ma part de contribution dans le combat de dignité, dans le combat de libération mené par mes compatriotes qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur également. Le Tout-Puissant a voulu que ma réaction par rapport à ce qui se passe aux Comores se fasse ici à Dakar. Et c'est pour cette raison que cette déclaration, cet appel, s'appelle l'appel de Dakar. C'est tout un symbole. Et je suis même tenté de dire qu'il n'y a pas de hasard. Parce que le premier pays, après l'indépendance de notre pays, des Comores, le premier pays, le premier président étranger, mais un président frère, qui a posé ses pieds aux Comores après l'indépendance, c'était un président sénégalais, M. Senghor. Et le premier appel pour la souveraineté effective, pour la dignité du peuple comorien, se fait à Dakar également. Donc il n'y a pas de hasard. Cet appel, cette déclaration de libération des Comores s'appelle l'appel de Dakar. C'est un appel d'une gravité pour nous exceptionnelle, mais justifiée par rapport aux circonstances politiques et sociales actuelles. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une tentative de coup d'État électoral, institutionnel, qui est commis pas par n'importe qui, mais il s'agit d'une tentative de coup d'État électoral commis par le président, je le dis bien, par le président de l'Union africaine. C'est le président lui-même de l'Union africaine qui tente une nouvelle fois, pour avoir réussi un coup d'État militaire et 2 coups d'État électoraux, il essaye une énième tentative de coup d'État électoral déjoué par la jeunesse comorienne, puisqu'il s'agit cette fois d'une ligue de la jeunesse comorienne contre le coup d'État d'Azali Assoumani, le président de l'Union africaine. Je remercie mes confrères sénégalais, des avocats internationaux,
qui ont accepté d'accompagner le peuple comorien dans leur combat pour la libération de notre pays, pour la dignité du peuple comorien. Les crimes, ceux qui ont été commis, les 36 assassinats commis par les militaires comoriens, sous l'autorité et le commandement d'Azali Assoumani, font déjà l'objet de signalement à la CPI. Les crimes qui ont été commis avant-hier et hier, et les blessés graves feront l'objet également de saisine devant la CPI. Ça, c'est une autre démarche judiciaire qui relève de la compétence des avocats. Mais ce qui est sûr, c'est que les crimes commis, selon des informations, je le dis au conditionnel, puisqu'il s'agit d'un acte grave, qui aurait été commis par son propre fils, qui est le commandant de la gendarmerie, nommé quelques mois de cela par son père, puisqu'il savait qu'il allait se présenter aux élections, et a volontairement nommé son propre fils, qui s'appelle Loukman Azali, comme commandant de la gendarmerie, c'est-à-dire c'est lui qui ordonne les assassinats commis aujourd'hui, depuis hier, avant-hier, aujourd'hui, au Comores. C'est son propre fils. Sans parler de celui qui est son conseiller privé également, qui est en réalité le vice-président des Comores. Sans parler aussi de l'apport moral, psychologique et politique de sa propre femme, qui s'appelle Ambali. Voilà. Bon, donc je tiens à remercier mes confrères pour leur disponibilité, pour accompagner mes compatriotes de mon pays, les Comores. Je remercie les panafricains, et c'est la première fois dans l'histoire des Comores que nous voyons une mobilisation africaine pour accompagner notre peuple. Je tiens quand même à le souligner, puisque c'est une réalité, qu'il soit du sud, qu'il soit du nord, qu'il soit de l'est, de l'ouest et du centre, nous sentons une mobilisation africaine en faveur du peuple frère des Comores. Je tiens quand même à le souligner. Nous croyons plus à la presse africaine, puisqu'elle a la même préoccupation que la presse comorienne, qui, malgré les intimidations, qui, malgré les menaces, tient tête, puisqu'il s'agit d'un enjeu avant tout africain. C'est pour cette raison que nous portons un intérêt, mais capital et déterminant, sur ce qui s'est dit en Afrique par les Africains, et non pas par ceux qui, lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils diffusent, c'est pour répondre à des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts africains. Vous ne pouvez pas mesurer ma fierté de tenir cette déclaration ici, en Afrique, puisqu'il s'agit de parler de l'Afrique, des Comores, et surtout à Dakar. Deuxième point, je tiens à dire à la communauté africaine qu'il n'y a pas eu d'élection aux Comores. Il n'y a pas eu d'élection aux Comores le 14 janvier dernier. Il devait y avoir des élections, mais il n'y a pas eu d'élection. Je vais vous donner un chiffre, et puis je ne parlerai pas de ce qui s'est passé en termes de processus électoral le 14 janvier dernier. Les Comores, pour ceux qui ne le savent pas, est composé de 4 îles. Il y a la Mayotte qui est sous l'administration française, et puis il y a les 3 autres îles indépendantes. Il y a l'île d'Anjouan, l'île de Moélie, et puis l'île de la Grande Comore. Azali Assoumani avait 3 candidats au poste de gouverneur, et lui-même il était candidat à sa propre succession. Son candidat au poste de gouverneur à l'île de la Grande Comore aurait, selon la CENI, chez nous, ici on parle de Sénat, son candidat au poste de gouverneur aurait été élu, selon la CENI, par 56 000 voix sur 130 000 inscrits. 56 000 voix. Sur un territoire, sur les 3 territoires de l'archipel. Azali soutient avoir été élu au premier tour par 33 000 voix
sur l'ensemble du territoire, alors que son gouverneur, qui prétend avoir été élu à la Grande Comore, a été élu à 53 à peu près, 53% par 56 000 voix. Vous voyez la cohérence. Et ça, c'est sorti de la CENI, sorti officiellement par la CENI, en présence de la communauté internationale qui a applaudi, en présence surtout de l'Union africaine qui a dit qu'il n'y a rien eu de grave aux Comores, tout s'est bien passé, les Comoriens se sont prononcés démocratiquement, il n'y a rien à dire, Azali est encore président pour 5 ans, et puis dans 5 ans, il donnera le relais à son fils. C'est ça. Donc l'Union africaine est venue donner la bénédiction à Azali, alors qu'il est de notoriété publique, en tout cas c'est au vu et au sou de tout le monde, qu'à l'île d'Anjouan, à 13 heures précisément, 13 heures, les militaires se sont emparés des urnes avec les fiches d'enrôlement, ce qu'on appelle les fiches électorales, les listes électorales, pour aller faire élire et pour voter à la place des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Ça s'est passé à Anjouan. En Anjouan, il n'y a que 4 localités sur 95 à Anjouan qui ont voté. Il s'agit de Moutsamoudou, la ville de Moutsamoudou, il s'agit de la ville de Mironti, il s'agit de la ville de Ouani, et puis il y a une 4e ville, c'est... Voilà, c'est les 4 villes qui ont voté à l'île d'Anjouan. À Moélie, tous les représentants de l'opposition, des candidats de l'opposition, n'ont pas eu accès dans les bureaux de vote. Les assesseurs, enfin là-bas chez nous, on ne parle pas d'assesseurs maintenant, mais on parle de mandataires, de différents candidats de l'opposition. Les assesseurs, je l'ai dit avec précision, les assesseurs et les membres de bureau, les assesseurs et les membres de bureau sont tous issus du parti du colonel Azali Assoumani. La constitution comorienne et la loi électorale comorienne précisent clairement que le président candidat ou bien le gouverneur candidat doivent prendre congé de leurs fonctions après publication de la liste définitive. Azali s'est maintenu dans ses fonctions. Pire, alors que le processus électoral était déjà engagé, les listes publiées, il s'est permis, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, de mettre fin aux fonctions du président de la Cour suprême la section chargée des élections et constitutionnelles. Il a mis fin à ses fonctions. Il a désigné un autre dans l'espoir que celui qui est nouvellement désigné va confirmer son coup d'État et le maintenir dans ses fonctions. Pire encore, alors qu'il était déjà candidat, menait sa campagne, c'est les militaires comoriens, les forces de l'ordre, qui organisaient ces campagnes et ces meetings également. Les images sont à la disposition de tous les observateurs. Ces faits ont été portés quelques mois de cela à la connaissance de la communauté internationale qui a été interpellée. On leur avait demandé d'engager des démarches préventives pour empêcher ce coup d'État électoral. Les preuves sont là. Les interpellations sont là à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient comprendre ce qui se passe aux Comores actuellement. Nous avons, moi personnellement, j'ai saisi les Nations Unies, l'Union africaine pour leur dire que votre président est candidat, vous ne serez jamais neutre. Vous avez perdu votre neutralité et que tout ce que vous direz au sujet de ce qui va se passer aux Comores n'aura aucune crédibilité. La preuve,
Malheureusement, je n'ai pas eu tort. Ils sont venus, ils ont avalisé cette mascarade. Enfin, mascarade, c'est encore gentil. Ce crime politique, il s'agit d'un crime contre la démocratie. Je tenais à vous relater un petit peu les circonstances et le pourquoi de notre présence ici aujourd'hui, avant de vous exprimer mes voeux, qui est celui de, je dirais, de tous les Comoriens. D'abord, mes condoléances aux familles des jeunes qui ont perdu la vie, aux jeunes martyrs pour la démocratie et les libertés. Il y a des jeunes qui sont morts. Il y a une femme enceinte qui a été grièvement blessée. Une femme enceinte, grièvement blessée. On a encore des 6 blessés graves à l'hôpital. Nous demandons à ce qu'un couloir sanitaire soit ouvert pour permettre aux blessés de se rendre sur les territoires les plus proches des Comores pour bénéficier de soins appropriés. Je vais parler de Mayotte, je vais parler de Tanzanie, Dar es Salaam, je vais parler de Madagascar. Qu'un couloir sanitaire soit ouvert le plus vite possible pour permettre aux blessés d'être soignés sur les territoires les plus proches des Comores. Il s'agit d'un acte humanitaire. Nous demandons aux autorités de ces pays de se montrer à la hauteur de cette tragédie sociale et politique qui affecte les Comores au jour d'aujourd'hui. Deuxième point que je tiens à souligner. Je tiens à partir de Dakar exprimer toute ma solidarité à la jeunesse comorienne, à cette jeunesse libérée des contraintes psychologiques, libérée des contraintes sociales et qui prend ses responsabilités. Toute ma solidarité est celle de la jeunesse africaine en faveur de la jeunesse comorienne. Ne lâchez pas. Pour la première fois depuis l'indépendance des Comores, la jeunesse comorienne, comme la jeunesse africaine, se libère et entend prendre ses destins